Bonjour et bienvenue dans la revue de presse hebdo et audio du secteur retail commerce en France, proposée par les Digital Doers en partenariat avec le One-to-One Expérience Client de Biarritz. Nous sommes le 12 septembre et cette semaine, je vous propose 5 articles après le résumé de l'actualité. Plus 0,8%, l'INSEE révise la croissance française à la hausse, à lire sur BFM TV. La durabilité s'enracine dans le business model, à découvrir sur e-commerce mag. La France vient d'officialiser l'affichage environnemental textile, un nouveau texte de compétitivité pour l'industrie française, à lire sur Fashion United. Le marché du bio reprend des couleurs, à lire sur Point de Vente. Et enfin, un an après l'achat, Darty transforme la vie client en preuve de confiance, à découvrir sur République Retail. Je vous le rappelle, sur le site lesdigitaldoers.com, vous avez accès à une revue de presse éditée sur LinkedIn et qui rassemble les articles publiés dans la semaine sur les sites de news de notre écosystème. Vous pouvez vous y abonner pour recevoir chaque vendredi un digest de l'actualité dans votre boîte email. De cette revue de presse, je vous lis sans interprétation une sélection de quelques articles qui m'ont semblé pertinents à partager. Enfin, et pour finir, je vous invite à écouter l'épisode 232 dans lequel j'aborde la transformation du commerce et de ses modèles économiques en me basant sur les conversations de 7 de mes derniers épisodes. D'ici là, je vous souhaite une bonne écoute, évidemment, toujours sans coupure. En bref, dans l'actu, une semaine marquée par des signaux de reprise et une transformation accélérée du retail. L'INSEE a révisé à la hausse sa prévision de croissance pour 2025, désormais attendue à plus 0,8% contre plus 0,6% précédemment. Une dynamique qui surprend dans un climat économique morose, avec une consommation des ménages en recul et un taux d'épargne qui culmine à 18,9%. L'activité est portée par des secteurs moteurs, au premier rang desquels l'aéronautique, le tourisme et le bâtiment, ce dernier retrouvant des couleurs après plusieurs trimestres de stagnation. Même l'emploi résiste mieux que prévu. Le taux de chômage ne devrait s'élever qu'à 7,6% fin 2025, confirmant que le marché du travail reste un amortisseur dans cette phase d'incertitude. Cette semaine a également été marquée par un rapprochement stratégique dans le retail média. Valuise, Auchan, Leroy Merlin qui habille et Infinity Advertising, les mousquetaires, s'allient pour créer un leader européen fédérant plus de 10 000 points de vente et plus de 20 millions de visites digitales mensuelles. Après Aura Retail, ce nouvel accord illustre une consolidation rapide des outils de monétisation de la donnée dans le secteur. La capacité à agréger des audiences massives et à proposer des solutions publicitaires intégrées devient un atout clé, d'autant plus que dans un contexte où les distributeurs cherchent à compenser la contraction des marges par de nouvelles sources de revenus. La transformation passe aussi par l'innovation relationnelle. Un an après son lancement, Fnac Darty dresse un bilan flatteur de son programme d'avis clients longue durée, recueilli 12 mois après l'achat. Plus de 133 000 retours ont déjà été collectés, offrant une profondeur d'analyse inédite sur l'usage des produits dans le temps. Ces contenus enrichissent les fiches produits et soutiennent les équipes internes comme les partenaires industriels. Cette démarche, en cohérence avec le plan stratégique Everyday, confirme que les preuves d'usage deviennent un levier de confiance et de différenciation, là où la plupart des avis à chaud restent superficiels. Les enjeux environnementaux s'imposent par ailleurs avec une intensité croissante. Après plusieurs années de baisse, le marché du bio retrouve des couleurs portées par les circuits spécialisés et un regain d'intérêt pour la qualité alimentaire. La publication du décret sur l'affichage environnemental textile renforce ce mouvement. À partir d'octobre, les marques pourront afficher un score environnemental normé, préfigurant le Digital Product Passport européen. Parallèlement, l'UE avance sur la réduction du gaspillage alimentaire et des déchets textiles avec des objectifs contraignants à l'horizon 2030 et une taxation des petits colis en discussion. Ces initiatives réglementaires convergent vers les engagements des distributeurs et e-commerçants. La FEVAD structure ses indicateurs carbone et mobilise Citeo pour réduire les emballages, tandis que des acteurs comme Showroom Privé ou EasyCash accélèrent leurs investissements dans la seconde main et le reconditionné.
Dans ce contexte, le marché de la mode illustre la polarisation du secteur. Zalando conserve la tête, Vinted reste solide, mais Temu qui bouscule les équilibres. En un an, le site chinois a atteint 3,1% de part de marché et domine déjà certains segments avec des prix 50 à 90% inférieurs à la moyenne. Cette montée en puissance interroge alors même que les législations européennes se durcissent face aux pratiques de la fast fashion et que les acteurs traditionnels investissent dans des filières plus durables. Les résultats d'Inditex, Zara, confirment par ailleurs un ralentissement structurel malgré des ventes encore en hausse. Enfin, la semaine a été marquée par des signaux positifs sur les marchés financiers et technologiques. Klarna a réussi son introduction en bourse à New York, levant 1,27 milliard d'euros et retrouvant une valorisation de 14 milliards. Ce succès, dans un calendrier dense d'IPO, signe une réouverture du marché américain, des introductions après plusieurs années prudentes. De son côté, la France a dévoilé sa gouvernance pour l'application de l'IA Act, une organisation éclatée, pilotée par la DGCCRF et la DGE, avec un rôle renforcé de la CNIL et de l'ARCOM. Ces actualités composent le tableau d'une rentrée contrastée, des signaux macroéconomiques encourageants, une distribution en pleine mutation, une accélération réglementaire sur la durabilité et une scène technologique où la fintech et l'IA confirment leur centralité. Pour les professionnels du retail et du commerce, ces mouvements dessinent un environnement exigeant mais riche en opportunités où la différenciation passera par la transparence, l'innovation relationnelle et une capacité accrue à naviguer entre contraintes réglementaires et attentes clients. Ce sera finalement plus 0,8%. L'INSEE révise la croissance française à la hausse pour 2025, malgré des consommateurs et des entreprises plus déprimés que jamais, à lire sur BFM TV en date du 11 septembre. Selon la dernière note de conjoncture de l'INSEE, le PIB tricolore devrait progresser de 0,8% cette année, contre 0,6% estimé jusqu'alors. L'activité est toutefois freinée par la crise politique et budgétaire qui pèse sur le moral des ménages et des entreprises. La France en plein brouillard, minée par l'instabilité politique et la crise budgétaire et les tensions internationales, le moral des ménages comme des entreprises est en berne. Depuis la dissolution de l'été 2024, l'Hexagone se démarque en effet de ses voisins par un singulier manque de confiance, qui est clairement l'élément manquant de la croissance tricolore, souligne Dorian Roucher, chef du département de la conjoncture de l'INSEE. Paradoxalement, l'économie française devrait, malgré ces circonstances défavorables, faire mieux que prévu. Dans sa dernière note de conjoncture publiée ce jeudi, l'Institut de statistique table en effet sur une progression du PIB de 0,8% sur l'ensemble de l'année, contre 0,6% attendu jusqu'alors. C'est également 0,1 point de plus que la prévision du gouvernement, mais moins qu'en 2024, 1,1%. Comment expliquer cette capacité de résistance de l'activité tricolore malgré la morosité ambiante ? Essentiellement par des poches d'activité qui se révèlent particulièrement dynamiques, l'agriculture, le tourisme, l'aéronautique ou encore le marché immobilier et le bâtiment qui retrouvent des couleurs. À titre d'exemple, la croissance du deuxième trimestre a été meilleure que prévu, 0,3% au lieu de 0,2%, principalement grâce à l'exceptionnel dynamisme de la production manufacturière en juin, en particulier dans l'aéronautique, et de la hausse contenue du solde touristique, note l'INSEE. Ce devrait être peu ou prou le même scénario au troisième trimestre, 0,3% prévu, et quatrième trimestre, 0,2%, avec une poignée de secteurs qui maintiennent l'activité à flot. Des Français inquiets qui épargnent massivement. Le reste du tableau est loin d'être réjouissant. L'investissement des entreprises resterait convalescent, moins 0,9% sur l'année. Et la consommation des ménages, toujours aussi décevante, plus 0,5%, 2 fois moins qu'en 2024, en partie compensée par les dépenses des touristes qui, elles, se portent bien un an après les JO. Un paradoxe là encore, alors que le recul de l'inflation plus prononcé que chez nos voisins a permis aux Français d'engranger davantage de gains de pouvoir d'achat, plus 0,8% attendu cette année, avec des salaires réels qui auraient récupéré en fin d'année 3/4 du terrain perdu en 2022-2023.
Il faut dire que la confiance des ménages est au plus bas depuis 2 ans. Les Français sont de plus en plus nombreux à anticiper une dégradation de l'activité dans les prochains mois, observe Dorian Roucher. Résultat, des gains de pouvoir d'achat ne sont pas consommés et le taux d'épargne atteint des niveaux jamais vus, presque 19% au deuxième trimestre depuis la fin des années 70, hors période Covid. Ce taux d'épargne devrait nettement reculer en cette fin d'année, mais principalement parce que les Français vont devoir payer le solde de l'impôt sur le revenu et il pourrait ensuite tout à fait remonter compte tenu du climat ambiant, d'autant qu'avec la chute du gouvernement Bayrou lundi, un regain d'attentisme n'est pas à exclure pour Dorian Roucher. L'emploi résiste mieux que prévu. Autre signe illustrant la déprime des Français, les craintes sur le chômage se retrouvent à des sommets depuis 10 ans, alors que l'emploi résiste plutôt bien. L'emploi des salariés a en effet progressé à la surprise générale au deuxième trimestre, et s'il devait légèrement reculer de 0,1% sur l'ensemble de l'année, l'INSEE tablait initialement sur une chute de 0,4%. Le taux de chômage devrait lui s'établir à 7,6% contre 7,5% aujourd'hui, une hausse plus modérée que celle anticipée dans les dernières prévisions à 7,7%. On a été surpris par la résistance de l'emploi, reconnaît Dorian Roucher, qui avance 2 principales raisons. D'abord, le nombre d'alternants qui a continué d'augmenter au premier semestre, malgré la baisse des aides publiques. Ensuite, la bonne tenue du tourisme qui a stimulé l'hébergement-restauration, secteur dans lequel il y a eu plus d'emplois que ce à quoi on s'attendait. La durabilité s'enracine dans les business models, à lire sur e-commercemag.fr en date du 10 septembre. Intégration de la seconde main dans la stratégie de croissance, sélection d'articles dont la teneur en composants recyclés et biosourcés est optimisée, normalisation de la data carbone, tous ces réflexes sont devenus monnaie courante chez les e-commerçants et les retailers, tour d'horizon de quelques bonnes pratiques. La vague du commerce durable semble sans cesse se renouveler et gagner en force, imposant son rythme au MU déjà engagé par de nombreux acteurs de l'e-commerce. Début juillet, le groupe Showroom Privé a ainsi annoncé que sa plateforme de revente revendre.showroomprivé.com allait monter en puissance. Jusqu'ici, celle-ci ne proposait que du textile. Désormais, son offre de reprise s'enrichit de nouvelles catégories stratégiques comme les smartphones, l'informatique, les appareils photo, l'équipement audio et le petit électroménager, sans oublier les livres et les consoles de jeux. La transformation rapide du modèle d'activité. Ce développement se fait dans le cadre du partenariat conclu avec CircularX, filiale technologique de Recommerce. Le groupe, présidé par David Dayan, n'en est pas à son coup d'essai dans le domaine du commerce durable. Il avait déjà lancé en 2022 un dispositif baptisé Second Show afin de proposer aux membres de showroom privés une reprise clé en main de leurs vêtements usés, l'entreprise assurant elle-même la collecte, le tri et la revente. Même constat d'accélération chez EasyCash qui a décidé de lever des fonds auprès de 2 investisseurs régionaux, Multicroissance et Océan Participation. Cette opération s'inscrit dans la continuité de notre projet d'entreprise. Elle confirme la solidité de notre modèle et nous donne les moyens d'aller plus loin et plus vite, a commenté Anne-Catherine Péchineau, qui est promue présidente du groupe, en plus de ses fonctions de directrice générale, et a pour mission de piloter cette nouvelle phase de transformation de l'enseigne. Cette opération s'inscrit dans la continuité de notre projet d'entreprise. L'explosion du reconditionné, une réponse aussi à un pouvoir d'achat sous tension. Comme le soulignait un sondage d'Opinionway publié au printemps, les consommateurs français, conscients des enjeux écologiques actuels, ne refusent pas d'adopter de nouveaux comportements. Néanmoins, leur engagement reste limité par le prix, critère principal d'achat pour 3 Français sur 4, et par le manque d'offres. Leur appétit pour le reconditionné est dopé par les attaques croissantes subies par leur pouvoir d'achat. En moyenne, ce type de produit est vendu entre 20 et 50% moins cher que les articles neufs, selon leur état et leur ancienneté. Revendre son ancien smartphone rapporte désormais en moyenne 170 € aux consommateurs français, d'après la 2e édition de l'indice de la reprise publié par e-commerce.
C'est aussi sur ce marché en progression que la société Ecogem a décidé de surfer, fondée en 2022 par Grégoire Rouffignac et Ahmed Chayeb. Ecogem souhaite rendre le réemploi viable à grande échelle en passant de l'artisanal à l'industrialisé, structuré et optimisé. Fin juin, elle a annoncé l'ouverture d'un site dans le quartier de Bercy à Paris pour traiter jusqu'à 5000 téléphones par mois à l'horizon fin 2025. Installé à Bercy, nous souhaitons faire de ce lieu un atelier pour reconditionner des smartphones issus de réseaux de boutiques d'achat-revente en France, explique Benjamin Carlu, ingénieur âgé de 40 ans et CEO d'Ecogem, qui s'appuie sur son expérience passée chez Pixmania, où il avait déjà monté un atelier similaire à Levallois. La France vient d'officialiser l'affichage environnemental textile, un nouveau test de compétitivité pour l'industrie française, à lire sur Fashion United en date du 9 septembre. Ce matin, la France officialise l'affichage environnemental, un défi économique majeur pour le secteur. Un décret du 6 septembre 2025, accompagné d'un arrêté, a été publié ce mardi 9 septembre au journal officiel, selon Légifrance. Le texte définit les modalités de calcul et de communication du coût environnemental des produits textiles, d'habillement. Son entrée en vigueur est fixée au 1er octobre 2025. Un outil de transparence devenu loi. Issu de la loi Climat et Résilience 2021, le dispositif vise à offrir aux consommateurs une information fiable, lisible et comparable sur l'impact environnemental des vêtements, rappelle le ministère de la Transition écologique. L'évaluation reposera sur une analyse de cycle de vie enrichie de critères propres au textile comme la durabilité des fibres, la biodiversité, les microfibres et la fin de vie hors Europe. Le score final sera présenté sous forme d'un indicateur chiffré accompagné d'une signalétique visuelle normalisée. Les marques pourront l'afficher directement sur l'étiquette du produit via un QR code ou de manière dématérialisée sur leur site internet, précise l'AFP. Le calcul du score prendra en compte plusieurs paramètres comme la consommation en eau, les émissions de gaz à effet de serre, la toxicité, mais aussi les possibilités de recyclage ou de réparation, le relargage des fibres microplastiques et un coefficient de fast fashion qui tient compte des volumes de production. Une transition progressive mais structurante et le décret prévoit une phase expérimentale d'1 an. Les marques pourront publier leur score sur une base volontaire. À l'issue de cette période, l'affichage deviendra obligatoire dès lors qu'une entreprise communiquera sur un indicateur environnemental global. Ce calendrier vise à laisser aux acteurs du secteur un temps d'adaptation, mais les experts estiment que les coûts de mise en conformité seront élevés, en particulier pour les PME, qui devront investir dans la collecte et la traçabilité des données tout au long de leur chaîne d'approvisionnement. Enjeu de compétitivité et alignement européen. L'initiative française s'inscrit dans une dynamique européenne plus large. Selon le cabinet Carbone 4, elle préfigure les obligations à venir avec le Digital Product Passport et la Green Claims Directive. Cet alignement pourrait limiter les risques de distorsion de concurrence intra-européenne, mais expose davantage le secteur français face à des acteurs mondiaux de la fast fashion moins contraints dans leur marché domestique. Cette initiative française, baptisée Éco-Balise, s'inscrit directement dans la lignée des efforts de l'Union européenne. En effet, la Commission a validé dès le 14 mai 2025 un système d'évaluation environnementale conçu pour les secteurs de l'habillement et de la chaussure. Cette décision a ouvert la voie à l'harmonisation des pratiques à l'échelle du continent. Et l'approche française, bien que propre à l'Hexagone, est perçue comme un banc d'essai et un précurseur des futures réglementations européennes, notamment le Digital Product Passport et la Green Claims Directive. Le dispositif français est donc à la fois un outil national de transparence et un pas en avant vers l'intégration des normes environnementales européennes, vers un Nutri-Score de l'habillement. Pour les consommateurs, ce dispositif promet un outil de comparaison inédit, proche d'un Nutri-Score appliqué aux vêtements. Pour les industriels, en revanche, l'affichage environnemental ouvre une période d'éventuelles tensions.
Les coûts de conformité risquent de s'alourdir considérablement, en particulier pour les petites marques qui disposent de ressources limitées. A l'inverse, les acteurs capables d'investir dans des filières durables et dans une traçabilité détaillée pourraient en tirer un avantage compétitif notable. Enfin, un risque réputationnel apparaît. Les entreprises qui choisissent de ne pas publier le score ou qui afficheraient des résultats peu flatteurs s'exposent à une perte de confiance de la part des consommateurs et à une pression renforcée de la société civile. Le marché du bio reprend des couleurs à lire sur pointdevente.fr en date du 8 septembre. Après 4 années de désamour, le marché du bio retrouve de sa superbe. Le marché affiche une croissance positive portée par les fruits et légumes et la distribution spécialisée. Le bio reprend donc des couleurs. Selon World Panel by Numerator, anciennement Kantar, la part de marché du bio se stabilise désormais à 4,1%. Un tiers des dépenses des ménages en bio sont consacrés aux produits frais traditionnels et 2 tiers au PGC FLS. Les fruits et légumes s'imposent comme les véritables moteurs de cette reprise, tandis que les enseignes généralistes, bien qu'encore légèrement négatives, parviennent à freiner leur chute, mais c'est surtout la dynamique des circuits spécialisés en forte croissance, plus 5,5% depuis le début de l'année, qui redonne de l'élan au secteur. Les vecteurs de reprise. La reprise du marché s'appuie sur 6 principaux vecteurs de croissance. La restructuration et la réorganisation des enseignes spécialisées bio ont tout d'abord permis un assainissement du parc de magasins. Le travail sur l'offre et sur les prix redonne de l'élan aux enseignes spécialistes les plus compétitives. À cela s'ajoute la fin de la politique drastique de rationalisation dans les grandes surfaces alimentaires. Par ailleurs, le retour de la valorisation des achats des consommateurs dû à une moindre inflation en général profite au bio. Le prix reste certes important dans les critères de choix, mais la recherche de qualité revient en force et l'alimentation retrouve des couleurs dans les arbitrages des Français. Ensuite, l'attractivité prix du bio progresse dans la mesure où les produits bio ont moins subi l'inflation que les produits conventionnels ces derniers mois, au moment des pics inflationnistes. En outre, les campagnes bio réflexes pilotées par l'agence bio commencent à porter leurs fruits et profitent au manger sain. Enfin, la forte préoccupation santé et l'inquiétude des consommateurs autour du glyphosate et des pesticides en général, accélérée par le buzz médiatique autour de la loi du plomb, a également été un facteur d'achat des produits bio. Tension à venir pour le pouvoir d'achat. Le contexte économique va encore se durcir au cours des prochaines semaines et le pouvoir d'achat des ménages risque de se retrouver amputé par de nouvelles taxes qui pourraient freiner le processus de valorisation de leurs achats alimentaires à nouveau et donc freiner l'attrait du bio. L'étude démontre cependant les atouts du marché bio pour conserver cette dynamique positive, la valorisation du local qui bénéficie d'une meilleure image et acceptation à payer plus cher, la poursuite des efforts de communication et de pédagogie de la filière bio pour regagner la confiance des consommateurs mise à mal au cours des dernières années. Enfin, la mise en avant des bénéfices santé pour le consommateur avant les bénéfices pour la planète. Et enfin, le maintien d'écarts de prix raisonnables avec le conventionnel en grande surface alimentaire. Un an après l'achat, Darty transforme la vie client en preuve de confiance à lire sur République Retail en date du 10 septembre. Un an après le lancement de son dispositif d'avis client longue durée, Fnac Darty dresse un premier bilan très positif, plus de 100 000 retours collectés, une qualité rédactionnelle au rendez-vous et des bénéfices concrets pour l'expérience d'achat. Pensés comme une preuve d'usage sur le temps long, ces avis deviennent un outil de prescription à part entière et un levier de différenciation stratégique. Depuis plus d'un an, Fnac Darty invite ses clients à s'exprimer avec recul, une initiative atypique à l'heure de l'immédiateté, où les avis produits se publient dans l'instant, souvent à chaud, à peine le carton déballé. Le distributeur a choisi de prendre à contre-pied cette logique en lançant en 2024 les avis clients longue durée, récoltés 12 mois après l'achat, pour mieux refléter l'usage réel des produits dans le temps.
Un pari audacieux, désormais étayé par des résultats solides. L'avis client, un actif à réinventer. Le projet est né d'un travail d'analyse menée par l'agence Publicis qui a révélé un constat paradoxal. Alors que 86% des Français déclaraient consulter les avis avant de faire leur choix, les retours à chaud étaient souvent trop superficiels pour être réellement utiles. En observant les retours laissés sur nos fiches produits, nous constations que les avis à chaud étaient souvent très sommaires. J'ai bien reçu mon colis, RAS, constate Maglone Paré-Haroche, directrice marque innovation et expérience client chez Fnac Darty. Ces avis manquaient de profondeur et de conseils, limitant leur valeur de prescription. Pour combler ce manque, l'initiative s'est inscrite dans le prolongement du plan stratégique Everyday. Après avoir mis en place des preuves concrètes comme l'indice de réparabilité ou le labo Fnac, l'enseigne cherchait à ajouter une preuve émanant directement du client lui-même. L'objectif était clair, faire confiance aux clients pour qu'ils deviennent de véritables prescripteurs en partageant leur expérience d'usage dans la durée. Des insights produits au service de la personnalisation. Les avis longue durée ne se contentent pas d'évaluer la durabilité, ils reflètent également la diversité des usages réels, comme l'explique Myriam Maldonado, chef du groupe Marque Darty. Un bon choix est une notion subjective qui dépend du mode de vie de chacun, des besoins, des usages ou contraintes. Pour capturer cette réalité, un questionnaire sur mesure a été conçu pour chaque catégorie de produits, allant au-delà de la note globale pour interroger sur des critères précis comme la tenue dans le temps, la consommation énergétique ou l'esthétique. D'où l'importance de concevoir un questionnaire produit sur mesure, adapté à chaque catégorie, qui ne se contente pas d'une note globale ou d'un commentaire libre. Les clients sont ainsi invités à s'exprimer sur des points précis, tenue dans le temps, esthétique, consommation énergétique, confort d'usage, etc. Une jeune maman cherchera un aspirateur silencieux, une famille avec un chien et 3 enfants préférera de la puissance. Ce sont ces différences de mode de vie que les avis longue durée permettent d'exprimer. Un bilan chiffré et qualitatif. 1 an après le lancement, les résultats dépassent les attentes. Au dernier décompte, plus de 133 000 avis ont été déposés. Le taux de réponse est très proche de celui des avis à chaud, un signal très positif pour une initiative qui semblait risquée au départ. Ma crainte au départ, c'était que les clients, 1 an après leur achat, n'aient plus envie de répondre ou perçoivent notre mail de relance comme du spam, confie la directrice de marque, innovation expérience client pour Fnac Darty, mais ils ont au contraire envie de partager leur expérience et cela nous a beaucoup rassurés. Au-delà du volume, c'est la richesse qualitative de ces avis qui est jugée remarquable. Les textes sont beaucoup plus complets, mieux structurés, plus fournis. Le nombre de mots est en moyenne bien supérieur à celui des avis à chaud. Et surtout, on sent que le client raconte une véritable relation au produit, pas juste une impression immédiate, pointe-t-elle. D'ailleurs, les produits concernés obtiennent une note moyenne supérieure à 4 sur 5, un indicateur de la satisfaction dans la durée. Une mine d'insight pour les équipes internes et les partenaires. Le dispositif s'est rapidement imposé comme un outil stratégique pour les équipes internes et les partenaires industriels. Ces retours nous permettent de mieux comprendre les usages réels des produits, comment ils s'intègrent dans les moments de vie, comment ils vieillissent, ce que le client attend vraiment. Ces données alimentent les réflexions sur l'offre, les descriptifs produits et même les campagnes de communication. Les partenaires industriels ne sont pas en reste. Quand on est Darty, leader sur notre secteur, nous avons une relation particulière avec nos fournisseurs, que nous appelons d'ailleurs plutôt partenaires, souligne Maglone Paré-Haroche. Les avis longue durée viennent nourrir cette collaboration, ils aident à ajuster une gamme, à identifier une faiblesse ou à valoriser un atout produit, transformant ainsi le feedback client en un véritable outil de co-construction. Des signaux prometteurs et une extension omnicanale en cours. Fnac Darty n'a pas encore pu tirer tous les enseignements chiffrés du dispositif, notamment sur les taux de conversion. Il nous fallait attendre 1 an pour commencer à regarder l'impact sur les parcours d'achat. C'est encore tôt car les cycles de vie des produits concernés sont longs, mais nous avons mené une première étude qualitative. Plus de 90% des clients déclarent lire les avis longue durée quand ils sont présents sur les fiches produits.
Les catégories les plus concernées sont naturellement le gros électroménager, pour des raisons de prix et de durée de vie, mais le petit électroménager n'est pas en reste. Ce sont des produits qui eux aussi doivent être fiables dans le temps et les clients veulent le savoir. Aujourd'hui, les avis longue durée sont principalement visibles sur les fiches produits en ligne, mais l'enseigne travaille à leur intégration en point de vente sur les étiquettes ou les fiches papier. Cela nous permettra de renforcer le discours des vendeurs avec une preuve supplémentaire directe venue des clients eux-mêmes. La dimension sociale est également en cours d'exploration, d'exploration. Nos prises de parole sur les réseaux sociaux doivent évoluer vers plus de conversations. Les avis longue durée y ont leur place. Ce sont des contenus riches, crédibles, authentiques qui peuvent être valorisés pour nourrir la communauté. Et l'enseigne ne compte pas s'arrêter là. Pour Fnac Darty, le sujet va bien au-delà d'un dispositif maison. Nous pensons que les avis longue durée doivent devenir un standard de marché. Aujourd'hui, l'avis client est omniprésent, mais souvent trop superficiel. Demain, il devra intégrer une notion de recul, de vérité d'usage. C'est une évolution logique, d'autant plus que l'enseigne ne compte pas s'arrêter là. Le lancement prochain du passeport digital des appareils pré-testé l'an dernier viendra renforcer l'écosystème de preuves mis à disposition des clients. Il ne s'agit pas d'empiler des briques, mais de construire un tout cohérent, puissant, qui facilite la décision d'achat en s'appuyant sur des faits, des expériences et de la transparence. Une logique de preuve et de responsabilité. Mais pour Maglone Paré à Roche, le succès du projet tient aussi à la cohérence entre l'ambition de la marque et les moyens engagés. En tant que leader, nous avons une responsabilité. Cette initiative repose sur une conviction forte. La confiance du client se gagne par des preuves. Les avis longue durée en sont une parmi d'autres, mais ils sont essentiels. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté. N'oublie pas de vous abonner à la revue de presse sur le site lesdigitaldoers.com. Si vous aimez l'exercice de cette revue de presse Retail e-commerce dans sa vision audio, n'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant des messages sur LinkedIn et mieux encore en la faisant connaître autour de vous. Enfin, un dernier message d'auto-promo avec les Digital Doers. Je produis des chaînes de podcasts thématiques pour les prestataires de services de notre écosystème. Donc, si vous souhaitez animer la prise de parole de votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous autour de votre proposition de valeur. Vous êtes intéressé, alors contactez-moi. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.